Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui ce projet de création Sous mes ailes, un spectacle autour de la thématique de la maternité. C'est un projet qui a été longuement mûri, sur lequel je réfléchis déjà depuis de nombreuses années. Et la thématique de la maternité est une thématique qui m'interpellait déjà bien avant de devenir moi-même maman en 2014. D'ailleurs, j'avais créé un spectacle extrait de l'œuvre de Boris Vian, L'Arrache-cœur, un seul en scène, dans lequel j'interprétais le rôle d'une mère possessive qui finissait par enfermer ses enfants dans une cage. Et puis, voilà, en devenant maman, j'ai eu envie d'explorer différemment la thématique. Et personnellement, cette expérience de maman a été une expérience très étonnante, bien au-delà de mes propres attentes, enfin, bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et il y a une chose que j'ai vécue qui m'a particulièrement étonnée, c'est le chamboulement psychique que j'ai pu vivre. Puisqu'en devenant maman, mon rapport à moi-même a complètement changé. Je n'étais plus au centre de mes propres préoccupations. Puis mon rapport à ma propre famille a changé. La maternité m'a permis ou m'a donné une distance que je n'avais pas jusque-là et donc une place différente dans ma famille. Puis mon rapport au monde a complètement changé. C'est devenu un rapport et un rapport à la société en particulier particulièrement critique et dur, puisque la société, le monde, devenait tout à coup l'endroit, le monde qui allait accueillir mon enfant, le monde dans lequel mon propre enfant allait grandir. Je n'avais donc plus une vision du monde sur 60 ans en avant, mais une vision encore beaucoup plus large. Et je regardais les choses complètement différemment. Le fait de devenir maman, donc, m'a fait vivre ce chamboulement psychique, une réelle transformation de moi-même, en rapport à moi-même, en rapport avec le monde. Et j'ai ainsi fait l'expérience de multiples sentiments contradictoires, comme par exemple la confiance en soi en tant que maman, et en même temps la culpabilité de ne pas avoir fait suffisamment, de ne pas avoir fait assez bien. L'amour qui nourrit, l'amour qui élève, qui s'opposait à l'amour qui épuise. Et puis encore, par exemple, la patience, l'infinie patience et le retranchement au-delà de mes propres limites. Ou encore, le sentiment de bonheur d'avoir créé ma propre famille, tout en sentant un poids très fort lié à la logistique familiale relative à l'éducation d'un enfant. Et ce sont toutes ces contradictions qui m'ont poussée à me demander, mais alors, ce chamboulement psychique des mères, pourquoi n'en parle-t-on pas? Pourquoi n'en entend-on pas parler? Et je me suis demandé, est-ce que c'est parce que ce n'est pas intéressant? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas aux mères pour la survie de l'espèce? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose dont les mères finalement ne parlent pas? Est-ce que ce ne serait pas quelque chose dont les femmes taisent l'existence parce qu'elles ne savent pas que d'autres mères vivent la même chose? Et donc cette question m'a amenée à désirer rencontrer d'autres mères pour leur poser cette question et pour aller plus loin autour de l'exploration de ce chamboulement psychique et du pourquoi il est tu, il est ignoré dans la société. Et puis, par ailleurs, dans mes lectures, j'ai découvert un phénomène dont on parle peu, qui est le burn-out des mères et qu'on appelle le burn-out maternel. Et alors, je me suis demandé d'où venait cet épuisement. D'où venait cet épuisement physique et psychique des mères pour en arriver à faire un burn-out maternel. Je me demandais aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la société qui fait que les mères se retrouvent dans cet épuisement psychique. Et c'est donc pleine de tous ces questionnements que j'ai décidé de rencontrer d'autres mamans pour les interroger et un petit peu en savoir plus sur ce sujet. Et j'ai eu la chance de pouvoir créer un partenariat avec l'association Vie Féminine, qui est une grande association en Belgique. C'est un mouvement
d'éducation permanente et un mouvement social, Vie féminine, travaille essentiellement avec des femmes de milieux populaires. Et j'ai eu la chance donc de créer un partenariat avec Vie féminine à Arlon, dans le sud de la Belgique. Et alors ce partenariat qui a pu se concrétiser grâce à une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Un futur pour la culture, qui est une bourse qui a été mise en place pendant le confinement pour soutenir le travail des artistes, donc m'a emmenée à Arlon, où j'ai eu la chance de rencontrer donc une dizaine de femmes de milieux populaires, et j'ai eu la possibilité donc de les interroger, et ça m'a permis d'aller plus loin dans mes questionnements. Et parallèlement à ces rencontres avec toutes ces femmes, j'ai pu rencontrer le collectif de mères. C'est un collectif de mères qui se voit plusieurs fois par semaine et qui n'a jamais arrêté de se voir, même en temps de confinement, tout en respectant les règles sanitaires. Donc elles se voyaient dans un bois, autour d'un feu qu'elles allumaient elles-mêmes, même à -5 dehors, elles n'ont raté aucun rendez-vous. J'ai eu de la chance que quand je les ai rencontrées à cette période-là, il faisait un peu plus chaud, mais quand même, il en était encore dans des températures basses, et c'était une atmosphère très 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 particulière de se retrouver autour du feu avec des femmes mères qui ont déjà questionné pendant de nombreuses années la question de la maternité. Et donc moi j'arrivais au sein de ce collectif avec des questions un peu plus pointilleuses par rapport à des choses que moi j'avais remarquées, et on réfléchissait ensemble en essayant d'apporter des réponses à des questions. Et puis après ce travail donc avec Vie féminine, j'ai souhaité continuer à recueillir des témoignages sur cette fois des questionnements très précis, et je me suis dit que j'avais envie d'interroger des mamans en leur posant une série de 10 questions, plus ou moins les mêmes à chaque mère. Et ce projet a pu se réaliser grâce à un subside que j'ai reçu donc de la commune de Saint-Gilles, qui était aussi un subside en soutien aux artistes pendant le confinement. Et cela m'a permis de rencontrer dans la commune de Saint-Gilles à Bruxelles une 50aine de mères d'horizons différents et de leur poser une même série de questions. Alors, ces interviews, elles ont été ensuite réunies dans un petit documentaire fait avec les moyens du bord de 70 minutes, et vous en verrez maintenant un extrait de 6 minutes. Qu'est-ce qui vous comble dans le fait d'être maman? Aimer mes enfants, en fait, tout simplement. Je sais pas ce que j'aurais fait avec cet amour si j'avais pas eu d'enfants. En fait, même, j'ai pas assez d'enfants. J'aimerais bien en avoir plus, en avoir 5-6, tu vois, pour pouvoir épancher tout cet amour. C'est de voir mes enfants évoluer, donc la façon dont je m'implique avec l'enfant, et de voir l'évolution que ça peut donner, le fruit de mon implication. Quand je la vois, elle, heureuse, quand je vois sa joie, son enthousiasme, la personne qu'elle devient, sa curiosité, son intelligence. Est-ce qu'il y a des choses qui vous pèsent dans votre expérience de maman? La responsabilité. Parfois j'ai peur de ne pas être assez responsable. Être un peu trop précautionneuse parfois. C'est quand il y a du manque de sommeil, et quand moi je suis fatiguée, alors ça me pèse. Les sentiments d'échec me pèsent beaucoup. Je me sens un peu coupable si je me détache de mon fils pour les plaisirs. De me partager en plusieurs pour garder tout le monde content, c'est un peu... J'ai trop de responsabilités, trop. Est-ce que la maternité a changé votre rapport à vous-même? Je sens une sorte de puissance, de toute puissance, comme on dit ça, d'être capable de faire tout et n'importe quoi, d'une façon que je n'étais pas avant. Et ça me donne de la force, mais c'est aussi, ça pèse aussi parfois parce qu'il faut faire toutes ces choses. Je n'ai jamais eu un très bon rapport avec mon corps. Et par contre, quand j'étais enceinte avec mon ventre énorme, là, j'ai commencé à aimer mon corps vraiment
nos enfants nous rendent mères. Et ce rôle qui pour moi est un émerveillement. Je deviens peut-être plus patiente, plus à l'écoute aussi. Je pense que j'ai regardé en face plus clairement mes faiblesses. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à ce que j'allais lui transmettre et du coup ça m'a fait beaucoup questionner ma propre vie. Je sais que j'ai dû faire un peu un trajet avec la culpabilité et le fait de renoncer à me juger. Soudainement, je me suis sentie une autre personne. Ma façon de regarder les choses, ma façon de voir la vie, ma façon de voir l'avenir. C'est un des seuls rôles qui a permis que je puisse avoir confiance. C'est un truc sur lequel je sais que je maîtrise, quoi. Est-ce que le rapport avec votre propre mère a changé lorsque vous êtes vous-même devenue maman? Oui, ça certainement, oui. On comprend à quel point une maman t'aime, qu'elle est patiente. Ça te réconcilie avec toutes les mamans du monde. J'étais très dépendante de ma mère à niveau émotionnel. Et je commence lentement à me séparer, à devenir une personne, une adulte en fait. Quand je vois la relation que j'ai moi et mes enfants, et ce que moi j'ai pu avoir avec ma mère, c'est un jugement dur, mais je trouve moi personnellement que ça a été un échec. Son héritage vis-à-vis de moi. J'ai commencé à pouvoir me dire qu'elle était comme elle était et que moi j'étais pas obligée d'être comme... Maintenant, je sais ce qu'elle a fait, les sacrifices qu'elle a fait par rapport à sa vie à elle. Dans une société idéale, qu'est-ce qui pourrait vous aider à mieux vivre votre expérience de maman, votre relation à votre enfant? Moi, je pense qu'il faut un village pour élever un enfant. Et je pense qu'on ne peut pas élever un enfant toute seule comme maman ou tout seul comme couple parental. Ce qu'il nous faut, ce serait des formes de coparentalité, un petit peu. De vivre un peu plus en communauté, d'avoir des lieux qui pourraient accueillir les mères avec leurs enfants, pour qu'on partage nos expériences, mais on partage aussi les tâches, d'une certaine façon. Déjà à des âges très bas, on attend beaucoup des enfants et c'est ce qui met la pression aux parents. Donc, si je devrais changer quelque chose dans la société, ce serait qu'il n'y ait pas nécessairement d'objectif à atteindre. Je pense qu'il y a vraiment une valeur fondamentale qui doit changer dans la société, d'accorder juste de l'importance aux jeunes enfants et que c'est la base de la société, de la future société. Éviter de parler de la maternité comme une chose magnifique et basta. Non, c'est pas seulement ça, c'est une chose magnifique, mais il y a aussi des côtés qui sont très difficiles et il faut penser d'aider les femmes à vivre les moments difficiles. Parce que je trouve qu'il y a une sorte d'attente sociale vis-à-vis des femmes, d'être dans la maternité, d'être d'une certaine manière dans la maternité aussi, d'être toute gentille, tout sourire, tout ça. Mais oui, il y a aussi des choses, il y a aussi pas toujours la reconnaissance pour ou les dispositifs d'aide ou de soutien qui parfois seraient nécessaires. Et je crois que ça aiderait énormément de revenir un peu à une vie plus communautaire. Un truc où on nous foutrait plus la paix, où il y aurait moins une image préconçue de ce que ça doit être. J'imagine que ça serait plus agréable pour tout le monde, que certaines stresseraient moins et d'autres ne stresseraient pas de ne pas stresser. Ces interviews ont été très inspirantes pour moi pour l'écriture de la pièce. Dans un premier temps, je me demandais si j'allais réaliser un spectacle documentaire en utilisant les interviews, les témoignages réels des mamans, comme on l'avait fait finalement dans notre dernière création No Woman's Land. Et puis finalement, j'ai décidé de développer dans l'écriture une fiction qui raconterait un burn-out maternel et qui raconterait plus spécifiquement les efforts d'une mère qui voudrait donner des valeurs à son enfant dans une société futuriste qui n'en aurait plus. Alors les atmosphères du spectacle sont très inspirées à l'univers de Boris Vian qui a fortement marqué mon expérience artistique. Et le spectacle aussi, l'écriture aussi ainsi entre poésie et humour, suspense et émotion,
entre surréel et réel. On va rencontrer dans l'écriture toute une série de personnages déshumanisés qui s'opposeront à une petite série de personnages angéliques qui, naïvement, interrogeront l'ordre établi. Le personnage principal de l'histoire, c'est le personnage de Maria. C'est une femme sensible, naïve, douce, une femme spirituelle et décalée par rapport à la société dans laquelle elle vit. Elle est épanouie dans la maternité, elle est mère de Yorindo, son fils en bas âge, qu'elle souhaite élever en lui donnant des valeurs auxquelles elle croit. Elle souhaite lui transmettre aussi tout ce qu'il a, elle, marqué dans son enfance. Et elle souhaite qu'il puisse avoir justement des relations humaines, qu'il puisse avoir un rapport sain avec la nature, ce qui est complètement démodé dans la société futuriste dans laquelle ils vivent et la société déshumanisée dans laquelle ils vivent. Alors Maria, petit à petit, va entrer en conflit avec cette société qui va devenir en fait l'ennemi. L'ennemi parce que c'est dans cette société qu'elle va élever son fils Yorindo. Donc Maria, un rapport très conflictuel avec la société. Et petit à petit, pour protéger son enfant contre cette société déshumanisée, elle va se transformer en louve. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'idée de la mère louve, c'est vraiment une idée qui est née des différentes interviews et témoignages que j'ai réalisés, de différentes choses que des mères m'ont dit et qui se sentaient des fois dans un rapport donc animal de protection de leurs enfants dans la société. Et puis un deuxième personnage donc dans la pièce, c'est le personnage de Carmen, c'est l'autre personnage féminin qui s'oppose au personnage de Maria. Carmen, c'est un personnage, une mère d'origine maghrébine. Elle a plusieurs enfants. C'est encore un personnage dans l'écriture en cours d'évolution. Mais Carmen est une femme qui ne remet pas en question la société et qui, au contraire, entre dans ce rythme frénétique de faire. Elle est très exigeante dans sa carrière professionnelle qu'elle souhaite maintenir au top. Elle est très exigeante également en tant que mère et elle souhaite offrir à ses enfants toutes les opportunités pédagogiques pour qu'ils puissent avoir le plus de chance dans la vie. C'est comme ça que Carmen court sans arrêt d'un bout à l'autre de la ville et n'a jamais une seconde de libre dans son agenda. Et puis, on va rencontrer aussi dans la pièce le personnage de la mère de Maria, qui est une femme d'une 60aine d'années, qui a l'air d'en avoir 40. C'est une femme qui adore la société dans laquelle elle vit, qui adore la frénésie de ce monde-là, qui esthétiquement n'hésite pas sur le phare et la chirurgie esthétique. Et c'est une personne qui a perdu tout esprit critique. Elle ne supporte pas d'ailleurs de voir sa fille complètement décalée et en critique par rapport à cette société qu'elle trouve formidable. Et alors il y a également dans la pièce une série de personnages masculins, notamment le professeur Mange-Manche, qui travaille au laboratoire scientifique et qui est un personnage imbu de lui-même, qui est passionné par la science, passionné également par les magouilles. Un autre personnage masculin qui est le docteur Ascolti. Le docteur Ascolti, c'est le seul personnage en harmonie avec Maria. C'est un personnage qui croit au bienfait des relations humaines. Au contraire de Maria, il n'est pas en opposition et en conflit avec la société, mais il souhaite et il a comme mission de révéler aux gens la beauté des relations humaines et il croit que c'est encore possible. Alors la pièce s'ouvre sur la fuite de Maria. On découvre l'âtre d'une vieille nourrice à qui Maria doit confier son enfant avant de rejoindre les autres mères en fuite. Dans cette pièce, les mères sont les véritables boucs émissaires de la société. On attend d'elles qu'elles fassent des enfants qui seraient une progéniture exceptionnelle. Les enfants à 1 an doivent déjà parler 5 langues, doivent déjà être des grands scientifiques, des grands mathématiciens, des grands artistes. Et les mères sont référencées à la naissance de leur enfant. Sans leur dire, on leur a implanté une puce dans le sein pour pouvoir les suivre. Et c'est ainsi que les mères sont référencées
que les bureaux des guichets peuvent les contrôler et peuvent voir quelles sont les mères qui sont colériques, quelles sont les mères qui sont incapables, quelles sont les mères qui sont en retard, combien de mères indignes, etc. Alors Maria se débat pour donner des temps de jeu, de plaisir, de joie à son enfant, mais le temps manque et petit à petit elle va sentir les forces lui manquer, ce qu'elle va confier au docteur Ascolti. Tel Sisyphe, elle va avoir la sensation tous les jours de gravir la montagne du quotidien. Et finalement, le soir, elle se rendra compte qu'elle est toujours en bas de la montagne. C'est cette sensation de gravir la montagne et de ne pas y arriver, de se retrouver chaque jour au début, qui vont créer chez Maria un état de fatigue et de colère extrême. Bureau des guichets éclairé par des néons. Une atmosphère froide, impersonnelle, angoissante. Maria entre en poussant un landau et se dirige vers la réception centrale. Elle demande timidement: Pour les inscriptions en crèche, c'est par où? Guichet numéro 201. Maria s'aventure dans un grand couloir, cherche le guichet, puis... Bonjour, je souhaite inscrire mon enfant à la crèche. Oh, vous êtes arrivé trop tard, les inscriptions sont clôturées. Clôturé déjà? Oh oui, depuis longtemps. Et pourquoi le guichet est-il encore ouvert? Ce n'est pas votre affaire. Mais j'ai besoin d'inscrire mon fils. Sinon, comment je ferai pour travailler? Vous travaillez? Oui, enfin, plus maintenant. Avant, oui, et voilà, j'aimerais bien reprendre. Ah, et qu'en dit votre mari? Je n'ai pas de mari. Qu'en dit alors le père de votre enfant? Il ne vit plus avec nous. Vous êtes le seul parent de cet enfant et vous ne souhaitez pas rester avec lui? Non, je n'ai pas dit cela. Écoutez, il faudra interroger le père de votre enfant. Sans son accord, vous ne pourrez pas travailler. Mais je ne sais pas où il est. Comment ça? Enfin, vous savez bien que les pères sont introuvables. Votre temps est écoulé. Suivant. Dites-moi au moins à quel guichet m'adresser pour reprendre le travail. Guichet 209. Suivant. Maria traverse à nouveau le couloir et s'arrête devant le guichet 209. Bonjour. Je souhaite travailler et je n'ai pas l'accord du père de mon enfant. Mais vous n'avez pas besoin de son accord. Mais le guichet 201 m'a dit que... Ici, vous êtes au guichet 209, madame. Oui, en fait, j'ai besoin d'inscrire mon enfant à la crèche pour reprendre le travail. Et pour cela, on m'a dit qu'il me fallait l'accord du père. Et comme vous savez que... Et moi, je vous dis que vous n'avez pas besoin de son accord. Si vous êtes sourde, madame, il faut s'adresser au sous-sol, guichet numéro -402. Non, j'ai bien compris. Je veux juste travailler. Et pour cela, je dois inscrire mon enfant à la crèche. Et bien dans ces cas, il faut vous adresser au guichet numéro 204 qui étudie ces demandes spécifiques. Mais le personnel du guichet est en congé maladie, revenez une autre fois. Dans combien de temps? Eh bien, revenez, vous verrez bien. Suivant. Une dernière question, je vous en prie. Pour les inscriptions à l'école, c'est où? Guichet numéro 301. Bonjour. C'est pour une première inscription à l'école. Clôturé. Non, attendez. C'est pour une inscription l'année prochaine. Je veux m'y prendre à l'avance. Eh bien, c'est trop tôt. Les inscriptions ouvrent lundi, le premier lundi du mois prochain. À quelle heure? À 5 heures du matin. Oui, le soir, vous n'aurez plus de place. Allez, suivant. Attendez, pour la visite médicale, c'est où? Demandez à l'accueil, madame. Suivant. L'accueil, c'est où déjà? Je ne sais plus. Suivant. Une colline, avant l'aube. Maria, Carmen, Yorindo, Lily. Les deux mères courent en haut de la colline, portant leurs enfants dans les bras. Il y a déjà beaucoup de lumière. Pourvu que nous ne soyons pas arrivés en retard. Il n'y a pas de raison. Ils annonçaient le lever du soleil à 5h15 et il est 5h03. Oui, mais si jamais nos montres étaient détraquées et indiquaient la mauvaise heure. Comment ça, détraqué? Oui, une fois j'ai surpris l'aiguille de ma montre tournée en arrière toute seule. Oh, Maria. On le verrait quand même le soleil si c'était déjà levé. C'est flagrant quand même au soleil. Regarde. Oh, regarde, le voilà. Oh, mon petit loup, regarde le soleil. Oh, c'est magnifique. Carmen s'assoit. Maria reste debout. Maria, tout en caressant le visage de Yorindo, déclame un poème. Puisque l'aube grandit, puisque voici l'aurore, puisqu'après m'avoir fui longtemps, l'espoir veut bien revoler devers moi qui l'appelle et l'implore, puisque tout ce bonheur veut bien être le mien, c'en est fait à présent des funestes pensées, c'en est fait des mauvais rêves, c'en est fait surtout de l'ironie et des lèvres pincées, et des mots où l'esprit sans l'âme triomphait, arrière aussi les poings crispés et la colère à propos des méchants et des sots rencontrés, arrière,
Ah mince, c'est comment la suite? Oh, je n'ai plus d'idée, je me souviens plus. C'est déjà drôlement bien, dis donc. D'où tu sors ça? J'ai cherché hier soir une poésie pour l'occasion. Tu as triché alors? Non, je me suis préparée. Ça t'a plu? Oui, c'est beau. Alors donne-moi tes mains. Vous êtes prêts, les enfants? Maria prend les deux mains de Carmen dans ses mains et lève son visage vers le ciel. Elle réinvente la poésie et la déclame de plus en plus fort en tournant dans le cercle Maria Carmen. Arrière les poings crispés, la colère à propos des méchants et des sots rencontrés. Arrière la rancune abominable. Arrière les montres truquées. Arrière les longues listes de toutes les choses à faire. Arrière les nuits blanches. Arrière les horaires. Regarde, un rayon de soleil sur le visage de Lily. On dirait qu'elle brille. Toi aussi tu brilles. Ah, moi aussi. Carmen passe sa main sur son visage, comme pour saisir le rayon de soleil. Maria Carmen tournoie, ivre de joie. Puis, épuisée par leur danse, elles s'effondrent au sol, en enlaçant leurs enfants. J'aimerais revenir souvent avec Yorindo ici. Tu crois que tu auras le courage de te réveiller encore à 4 heures du matin pour venir jusqu'ici? Je ne dors pas de toute façon. Et je veux que Yorindo s'imprègne des joies de l'aube, qu'il sente lui aussi l'envie de chanter et de danser. Il s'imprégnera de ton bonheur de toute façon. Tu rayonnes, Maria. Oh, je fais de mon mieux pour croire au bonheur, mais en fait je suis très inquiète. Pourquoi? J'ai l'impression d'être épiée. Ah? Depuis quand? Oh, c'est difficile à dire. Depuis la naissance de Yorindo, je crois. Tu délires ou quoi? Et qui t'épierait? Je ne sais pas. Les employés des guichets. Ne dis pas que tu crois à ces théories complotistes. Si tu veux mon avis, ce sont les mères qui ne sont pas à la hauteur qui inventent ces histoires. À la hauteur de quoi? À la hauteur de tout. Enfin, Maria, concentre-toi plutôt sur ton fils. Il faut tout faire pour que nos enfants soient les meilleurs. Je ne peux pas pousser mon fils à être le meilleur. Il est déjà le meilleur. Évidemment. Le téléphone de Carmen sonne. Je dois y aller maintenant. Lily en cours. Un dimanche? Oui, et alors? Mais on est bien là. Ils sont bien, ils brillent. Maria, la lumière ne fait pas le génie. Dépêchons-nous, je dois être à l'heure. L'idée de mise en scène est de créer une scénographie qui réunira des éléments high-tech tels que la vidéo propre à la société futuriste et des matières primaires comme le carton et le papier. L'idée est de placer des écrans de différentes formes dans la scénographie qui permettront la projection vidéo dans une matière carton très légère et low-tech en contraste avec la technologie. Il m'a semblé en effet primordial de réunir dans une même scénographie ces deux univers pour rappeler que la société technologique court le risque de nous éloigner non seulement de notre relation à la nature, mais aussi à notre propre capacité manuelle de travailler la matière première et par analogie à notre capacité d'être à l'écoute de nous-mêmes. Cette réunion de ces deux éléments servira aussi bien évidemment à raconter le conflit interne de Maria, personnage pur et décalé face à une société qui la contrôle et la juge dans ses choix de mère responsable. Avec la scénographe Giada Di Trapani et la vidéaste Kristina Janashkova, nous avons imaginé un décor mobile qui serait un support de jeu pour les comédiens et permettrait de détourner l'utilisation des objets. Un décor dans lequel vidéo et objets seraient intrinsèquement liés et pourraient s'abîmer de différentes manières. L'idée est de créer un décor amovible et souple qui permettrait aux comédiens de transformer à vue au fur et à mesure de la pièce les différents espaces dans lesquels évolueront les personnages. Pour définir les 14 scènes, nous avons choisi de créer avec la scénographe 7 plaques en carton avec 2 faces qui permettront aux spectateurs de suivre le passage d'un lieu à un autre comme s'ils accompagnaient les personnages dans leur parcours. Les changements de décor seront donc réalisés à vue par les acteurs qui manipuleront les plaques et auront la possibilité de créer des espaces de différentes dimensions, larges, restreints, fermés, ouverts selon les besoins de l'écriture et de ce que le personnage ressent. Chaque plaque inclura des éléments pop-up pouvant s'ouvrir tout d'un coup et laissant apparaître par exemple un frigo, une table, un clavier d'ordinateur et
inclura des écrans amovibles permettant la projection vidéo et la création d'espaces vides. Il s'agit donc de créer des décors et des accessoires en carton ainsi que des pop-up permettant de faire apparaître des objets rapidement selon les besoins de l'écriture. Ce que je dois témoigner, c'est un peu de... Je suppose que vous avez ressenti quand même beaucoup de choses. On est parti dans la technique, mais revenir sur l'émotion finalement de ce que ce spectacle porte. Et aussi l'enthousiasme. Je ne sais pas si vous êtes dans ce sentiment-là, mais on a vraiment envie que ce spectacle existe. Et on n'est pas les seuls parce que, bon, malheureusement, tout le monde n'est pas là aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qu'on a déjà contactés et qui montrent déjà qu'ils ont un intérêt, comme on dit, pour le spectacle et même plus. Donc voilà, je crois que c'est un spectacle qui plaît déjà, enfin qui porte déjà une parole importante. Et pour ce faire, malheureusement, il y a encore des étapes à franchir. Donc là, on a vu des étapes concrètes du texte, du décor, mais il y a d'autres choses. Donc comme le disait Carole, il y a une première étape, donc vous pouvez peut-être nous aider dans ces étapes. Donc c'est un appel, on a fait cette présentation aussi pour pouvoir faire un appel à du soutien. Alors premier point, donc c'est aider premièrement à trouver cette comédienne, troisième comédienne. Ça veut dire pas simplement la trouver, hein. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des auditions, on doit trouver une salle pour faire ces auditions et aussi un salaire pour cette personne, hein. Donc ça serait bien d'avoir une aide comme ça à plusieurs niveaux. Et bon, il y a une aide au niveau local, au niveau réseau, mais aussi peut-être au niveau financier. C'est un peu triste de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Il faut bien que ça progresse dans ce sens-là. Alors on vous a parlé des masques, c'est fabuleux, mais aussi un autre élément d'un personnage qui est important, c'est les costumes. Donc là aussi, on a un peu la même ouverture pour l'instant de travailler sur les costumes. Qui pourrait travailler sur les costumes, aussi les réaliser, parce qu'il n'y a pas que les imaginer, il y a aussi les réaliser et financer cette réalisation. Et vous ne vous en rendez peut-être pas compte en général d'un spectacle, mais il y a quelque chose de très important, et surtout ici, puisque vous voyez cet élément de décor, vous imaginez les costumes, les personnages et l'éclairage. Donc là aussi, c'est un merci beaucoup de ça. Donc il y a un éclairage supplémentaire à apporter, donc là aussi on est ouvert et demandeur pour les mêmes choses, on trouver quelqu'un, et aussi par la même occasion, toujours le financement. Et alors si vous voulez projeter ça dans le temps, donc on vous l'a déjà dit, il y aura une première étape de travail le 11 mars, donc c'est tout bientôt, donc parlez-en autour de vous, venez voir surtout. Donc il y aura une première étape de travail qui risque d'être déjà bien ancrée, puisqu'on a déjà beaucoup d'éléments. Et comme on l'a déjà dit aussi, la prochaine étape sera à l'automne, octobre-novembre, mais d'ici là, donc nous avons quand même besoin de plusieurs choses. Donc c'est de locaux de répétition, bon c'est vrai qu'ici il y a un local, mais il faut parfois une plus grande scène aussi pour pouvoir bouger ce décor et pouvoir répéter, puisqu'il y a d'autres choses qui se passent ici entre-temps. Donc besoin de salle, besoin aussi peut-être d'une résidence d'artiste, c'est quoi? Donc c'est un organisme, ça peut être un théâtre, ça peut être un centre culturel qui accueille justement l'équipe en travail, et c'est important parce qu'il y a tout un encadrement technique notamment qui peut se faire, et si possible aussi un encadrement financier. Donc on a déjà une vue dans le Hainaut avec la fabrique de théâtre, mais c'est pas dit. Donc si vous avez des idées, des propositions dans ce sens-là, voilà, ça pourrait vraiment aider à ce que en octobre, novembre, le spectacle soit puisse être présenté dans une forme beaucoup plus définitive. Un spectacle, ça bouge toujours, hein, de toute façon, mais bon, voilà, là on aurait première étape en mars, deuxième grande étape, je veux dire, en octobre, et pour ça on a besoin de votre aide. Voilà, c'est ce qu'on demandait ici. C'est pour clôturer. Bon, voilà, si vous avez aimé, si vous pensez que ce spectacle, allez-y, voilà, merci.